sur le TDAH, entre sciences et surinterprétation, les dérives contemporaines et sociétales du diagnostic. Ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter une réflexion issue d'une observation clinique durant mon travail en cabinet, par la suite auprès de certaines écoles en tant que consultante. J'ai eu la chance d'observer l'apparition de nouveaux phénomènes. En premier lieu, j'ai été sollicitée à nombreuses reprises pour poser le diagnostic, alors que c'est le travail multidimensionnel. Et surtout, j'ai observé le nouveau phénomène, arriver déjà avec son propre diagnostic, l'autodiagnostic du TDAH, qui est une tendance à la mode, que la majorité valorise, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment c'est très valorisé d'avoir le ADHD, que tout le monde préfère l'appellation anglaise. Donc j'ai observé beaucoup de jeunes adultes, de parents d'enfants, d'enseignants et même des directrices qui courent et qui me sollicitent de façon vraiment exagérée pour poser ce diagnostic. En fait, je vais énormément parler de ces dérives. Je vais commencer juste par une petite présentation, une petite introduction, expliquer que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, communément appelé TDAH ou ADHD, est aujourd'hui au cœur de nombreuses discussions scientifiques, surtout cliniques et sociétales. Pourtant, il ne s'agit pas d'un concept très récent, contrairement à ce que cela pourrait laisser croire. Les dernières décennies, on a cru que c'était une nouvelle apparition. Ça vient d'apparaître, alors qu'on trouve les premières descriptions cliniques, elles remontent au début du XXe siècle, depuis 1902, avec un neuropédiatre et un pédopsychiatre, donc anglais, qui s'appelle George Frederick Steele. Il avait écrit depuis 1902 un syndrome qu'il a appelé un défaut du contrôle moral, où on trouve l'articulation de 3 symptômes majeurs, qui est l'agitation, l'impulsivité et surtout les difficultés attentionnelles en dehors de toute déficience intellectuelle. Donc il a éliminé les enfants ayant un handicap intellectuel et il a dressé une liste avec les 3 symptômes qui sont les composantes du diagnostic, du critère diagnostique actuel. Ces observations constituent une première tentative de conceptualisation d'un trouble qui sera en fait au fil des temps affiné et redéfini à travers la notion d'un trouble neurodéveloppemental. Donc, il y a eu Frederick Steele, donc ce pédiatre anglais. Le TDAH présente actuellement une forte composante génétique. Les nouvelles études confirment une héritabilité estimée autour de 70 à 80. C'est des recherches déjà publiées par Sarah Dallaire et La Fortune depuis 2008. Cependant, il y a un point important et fondamental qui n'existe à ce jour aucun biomarqueur qui peut déterminer le TDAH. Toutes les recherches sont promoteuses grâce à la neuroimagerie comme l'IRM fonctionnel ou structurel ou les biomarqueurs génétiques ou neurochimiques. Les biomarqueurs sont surtout des outils de recherche ou d'aide par caractéristiques. Par exemple, l'EEG il est actuellement reconnu aux États-Unis comme indicateur et un outil de dépistage de TDAH. Ils évaluent les faiblesses au niveau des fréquences et c'est reconnu. Donc, cependant, le diagnostic reste avant tout clinique, basé sur des critères définis dans des classifications internationales comme le DSM-5 et nécessite une évaluation multidimensionnelle intégrant le contexte développemental, l'environnement familial et surtout le fonctionnement global de l'enfant. Donc le TDAH, en général, c'est un trouble neurodéveloppemental validé. La prévalence internationale donnée par l'OMS et les autres autorités de la santé, donc c'est entre 6%, 4 à 6%. La prévalence chez l'adulte, c'est entre 2 à 4%. La dimension clinique, donc elle touche 3 sphères, impulsivité, hyperactivité et inattention. 80% de risque d'irritabilité, donc. L'explication scientifique, c'est un défaut ou une altération du circuit fronto-striatal et le type de diagnostic, il est essentiellement clinique. Donc, je vais présenter une petite
petite parenthèse, en quelque sorte, déjà discutée par un professeur à l'Université de Genève, qui est le professeur Nader Perrault. Lui, il a essayé de cerner les mythes et les croyances sociétales à propos du TDAH. La première croyance, qui est très véhiculée sur Internet, on la retrouve à plusieurs reprises, que c'est un trouble inventé. C'est que c'est juste à la mode et que ça n'existe pas. Donc cette affirmation ou cette croyance n'est autre que erronée. En fait, les descriptions cliniques, les recherches scientifiques ne font que valider que c'est un diagnostic existant. Le deuxième mythe, en fait, ou la deuxième croyance, que c'est surdiagnostiqué. Donc, malgré certaines recherches ou certains articles traitent d'un surdiagnostic, puisque c'est à la mode, mais réellement, cliniquement, le pourcentage reste à 4 à 6%. Donc, ça, ce n'est pas une vraie information. Donc, une autre information d'ordre culturel et sociétal, c'est que c'est la faute des parents et que s'il s'agit d'un enfant mal éduqué. Ils ne reconnaissent pas ils ne reconnaissent pas le trouble, ils ne reconnaissent pas les difficultés comportementales de l'enfant, donc ils le définissent ou ils le classent facilement comme un enfant mal éduqué. Un autre mythe, qu'il ne concerne que les garçons, que c'est vrai qu'à l'enfance, on a plus tendance à diagnostiquer le TDAH chez l'enfant, chez les garçons, alors qu'à l'âge adulte, on tend à avoir une stabilité au niveau de la prévalence. Les traitements, donc il y a une autre idée reçue, que les traitements sont des drogues dangereuses. Et il y a énormément de recherches qui ont montré que les traitements tendent à prévenir les conduites d'addiction et les conduites de délinquance chez l'enfant, chez l'adulte, dès qu'il y a une prise de médicamenteuse et une prise en charge adéquate à l'enfance. Et une dernière chose que j'ai bien écoutée dans ma clinique et auprès des écoles, que les aménagements scolaires n'est autre que de la tricherie. Alors que les recherches montrent bien que ces enfants, ils ont énormément de difficultés au niveau cognitif et ils ont des dysfonctionnements, des difficultés déjà prouvées par des bilans, par des recherches, et qu'ils nécessitent des aménagements pour avoir une équité au niveau scolaire. Donc, pourquoi une augmentation des demandes actuellement? Parallèlement à cette meilleure connaissance du TDAH, on observe une augmentation importante des demandes d'évaluation, notamment dans le contexte scolaire. Cette évolution s'explique en partie par une meilleure sensibilisation, une réduction de la stigmatisation et une diffusion accrue des connaissances. Les parents ont beaucoup plus accès aux informations, aux livres. Il y a même un manuel tunisien issu du service de pédopsychiatrie de l'ASI. Donc, on a beaucoup plus accès aux connaissances actuellement. Cependant, elle s'inscrit également dans un contexte de médiation importante, de simplification des critères diagnostiques et d'une circulation d'informations parfois approximatives sur les réseaux sociaux. On observe ainsi une tendance à associer rapidement toute agitation, distractibilité, difficulté scolaire à un TDAH, parfois sans exploration approfondie. Les données actuelles ne confirment pas nécessairement un surdiagnostic massif, mais elles soulignent un risque de diagnostic posé de manière prématurée et ou insuffisante sans exploration approfondie. Donc cela conduit à une réduction de la complexité du fonctionnement de l'enfant, un fonctionnement sur symptômes juste visibles et une négligence des facteurs émotionnels, familiaux et scolaires. Je me permets juste de vous montrer une petite recherche que j'ai effectuée sur Internet. Quand on tape le mot TDAH sur TikTok, on retrouve 700 000 publications des gens qui ne sont pas spécifiques ou qui ne sont pas seulement des connaisseurs, des scientifiques, des médecins, c'est des personnes qui publient des petits shorts et qui expliquent qu'est-ce que le TDAH, ils le présentent, ils le définissent et ils le réduisent parfois à une vraie simplification des critères diagnostiques. Il y a un autre phénomène qui est intéressant aussi, c'est le test gratuit en ligne. Comment se faire son autodiagnostic. C'est offert dès que tu ouvres YouTube, Facebook ou n'importe quel réseau social. Actuellement, tu peux trouver des tests gratuits qui ont pour slogan « Mieux se connaître et découvrir votre vrai TDAH ». Donc pour eux, on peut faire le diagnostic à partir d'un petit questionnaire en ligne ou si vous ouvrez en fait ce petit test, vous allez voir
Si vous oubliez vos clés le matin, vous souffrez d'un déficit de l'attention. Si vous avez du mal à entamer une activité tous les jours, vous souffrez de procrastination et c'est un symptôme de TDAH. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir, il y a 3 axes, ils évaluent énormément l'activité, l'inattention et l'impulsivité. Si vous n'arrivez pas à finir vos phrases, vous entamez plusieurs projets à la fois, vous êtes TDAH. Et là, je trouve que c'est vraiment grave de simplifier autant le diagnostic. Et j'ai reçu énormément d'ados, surtout les ados, puisque c'est à la mode, qui viennent avec un diagnostic, autodiagnostic, mais qui sont vraiment convaincus d'avoir ça. Parce que pour eux, ça pourrait expliquer un échec scolaire ou une démotivation scolaire. Donc pour eux, ils ont trouvé le terme magique pour camoufler toutes les autres difficultés et pour coller un diagnostic simple et malheureusement accessible aux jeunes facilement. Donc je vais juste attirer votre